Bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine de la Santé organisée par la Fondation Concorde, nous avons souhaité vous proposer une interview du professeur Daniel Sereni. Ancien chef du service de médecine interne de l'hôpital Saint-Louis, mais également président de la commission santé de la Fondation Concorde, il est aujourd'hui avec nous pour répondre à nos questions. Cher professeur, tout d'abord, un grand merci de vous joindre à nous pour cette première édition et cette séance de questions-réponses au sujet de la santé. Alors, nous ne pouvons évoquer une semaine de la santé sans parler ensemble du Covid-19 qui nous touche tous aujourd'hui et qui touche également tous les pays dans le monde. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les évolutions récentes du virus, notamment en France? Écoutez, volontiers d'abord, bonjour et merci de me donner l'occasion de parler. Je suis ravi de le faire dans le cadre de la Fondation Concorde. Bien, tout le monde est au courant, bien sûr, de la pandémie qui frappe le monde entier depuis l'automne dernier, avec son début dans une province de Chine et puis son extension très rapide qui touche aujourd'hui officiellement 185 pays, c'est-à-dire pratiquement le monde entier. Sans exception. 3 millions de personnes ont été officiellement contaminées par le virus. Il s'agit de cas confirmés, c'est-à-dire ou bien avec une positivité de la PCR, on reviendra sur ce test d'identification du virus, ou dans les cas où un diagnostic a pu être affirmé sur des critères cliniques ou d'épidémiologie. Donc c'est énorme, hein, c'est une très grande épidémie, c'est plus que l'épidémie de grippe annuelle que nous connaissons. Et c'est également une épidémie plus grave, puisqu'il y a plus de morts qu'avec la grippe. On a déjà sur l'ensemble de la planète actuellement, je vous donne des chiffres qui sont exacts, là, qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. On est à plus de 200 000 morts au total. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Alors en France, nous avons été, comme tout le monde le sait, touchés par cette épidémie. Sommes-nous parmi les pays européens les plus touchés? Nous sommes un peu dans le milieu, je dirais, du tableau, puisque le pays européen le plus touché, c'est l'Italie, suivi par l'Espagne. Enfin, où ils sont à peu près à égalité, ça dépend si on compte plus les cas graves ou les cas totaux. Donc les deux premiers pays, c'est l'Italie et l'Espagne, ensuite l'Allemagne, ensuite nous et la Grande-Bretagne. Nous avons eu jusqu'ici en France 125 000 cas confirmés d'infection à Covid-19 et environ 22 000 décès. Alors, ça c'est l'Europe. En Asie, vous savez que la maladie avait commencé en Asie, mais elle a, semble-t-il, pu être rapidement limitée dans son extension, aussi bien en Chine qu'en Corée, à Taïwan et dans d'autres pays d'Asie. En Afrique, on a très peu de notions sur l'Afrique, mais ça semblerait pour le moment être très limité. Le pays où c'est le plus préoccupant, c'est les États-Unis d'Amérique, où il y a actuellement 900 000 cas d'infection à Covid recensés, c'est-à-dire près de la moitié des cas mondiaux, avec déjà plus de 50 000 décès. Alors, la situation, quelle est la tendance actuellement? Alors, la tendance générale dans le monde entier, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, est un plateau, et même, je dirais, une partie descendante du plateau. C'est-à-dire que les courbes ont monté très vite avec un nombre de cas qui grimpait de façon pratiquement asymptotique au cours des derniers mois. Et puis, depuis le début du mois d'avril et un petit peu avant, on a commencé à être en plateau, c'est-à-dire que le nombre de cas restait cumulé, hein, restait identique. Et puis maintenant, on commence à avoir une diminution du nombre de cas. Ce sont toutes les courbes qui avaient pu être présentées par les ministres et par certains journalistes, effectivement, de scénarios différents de propagation du virus, selon confinement, non-confinement, mesures de restriction et autres. Voilà, exactement, exactement. Voilà, je pense que ça illustre mieux qu'un long discours. Le fait qu'on ait, sur le plan mondial, ici, c'était
dans une phase de diminution. Donc c'est tant mieux, hein, bien sûr, et c'est le résultat des mesures de confinement, parce que si on ne l'avait pas fait, et ça c'est tout le monde est d'accord pour dire ça, si on ne l'avait pas fait, on aurait eu un pic beaucoup plus pointu, une montée beaucoup plus rapide du nombre des cas, ce qui, bien sûr, avait comme première conséquence dramatique de mettre en péril les capacités du système de soins, parce qu'on aurait eu à ce moment-là un afflux, on a vécu Un ça, afflux un massif, oui, afflux effectivement. massif de malades dans les hôpitaux, de malades dans les services de réanimation qu'il a fallu multiplier. On a augmenté considérablement le nombre de lits de réanimation et de soins intensifs pour gérer l'épidémie, et il fallait absolument contenir la contagiosité, limiter le nombre des cas pour éviter l'implosion. Bon, ça a été obtenu, et maintenant on est dans cette phase descendante. Actuellement, peut-être un deuxième sujet, toujours en lien avec le Covid-19, et notamment en France, on voit revenir sur le devant de la scène une notion de souveraineté nationale ou européenne par ailleurs, notamment concernant la production sur notre sol de médicaments et d'autres produits matériels de santé. Alors c'est un concept, et vous le savez mieux que moi, hein, qui a été défendu par la Fondation depuis de nombreuses années. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette souveraineté, cette nécessité de produire localement? Oui, alors en ce qui concerne la santé, puisque c'est le seul sujet sur lequel je voudrais m'exprimer, je peux m'exprimer, nous avons déjà d'ailleurs à la Fondation Concorde travaillé sur ce point en 2017 et 2017, et nous avons produit un rapport qui est toujours disponible sur le site internet de la Fondation pour montrer la gravité de la situation des ruptures de stock de médicaments dans notre pays, comme d'ailleurs dans d'autres pays européens. Et si on veut concentrer le débat sur la question de la souveraineté, il est vrai que c'est en grande partie lié au fait que nous n'avons plus sur le sol national et même sur le sol européen suffisamment d'industrie pour fabriquer les médicaments. Non seulement l'industrie qui fabrique, j'allais dire, le produit fini, c'est-à-dire la pilule, l'ampoule de produits prêts à être injectés, voire même les produits les plus complexes, mais même en amont, les matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est qu'il existe en certains cas, on l'a vu récemment avec des médicaments importants pour le traitement de l'hypertension artérielle, par exemple, ou des maladies cardiaques, ou d'autres médicaments, des hormones, etc. Il existe des usines qui produisent pour le monde entier le produit de base. Et il peut y avoir une seule usine. Autrement dit, on est à la merci dans le monde entier pour la production de médicaments parfois essentiels, de la production d'une seule usine située dans un pays souvent d'Asie, il faut bien le dire, avec bien sûr les risques inhérents à ce type de production industrielle, non seulement technique, parce que s'il y a une impureté, s'il y a un problème de fabrication dans cette usine, tout s'arrête, il faut vérifier toute la chaîne de production, et puis aussi évidemment sociaux, politiques, etc. Donc ça, c'est un problème majeur. Et dans cette situation, on s'est rendu compte que ça touchait la production éventuellement de médicaments, mais dans ce cas particulier, on ne peut pas dire que ce soit le problème crucial, puisque le problème crucial, c'est de trouver les bons médicaments. Pour l'instant, nous ne les avons pas. Mais pour les tests diagnostiques, pour les masques, les moyens de protection, les respirateurs pour les services de réanimation, etc., etc. Donc c'est un problème réel et qui est connu depuis longtemps. Et on peut espérer que l'électrochoc provoqué par cette situation au cours de l'épidémie de Covid-19 aura des conséquences positives sur notre production industrielle. Ouais. Là-dessus, effectivement, un point important, c'est dans les prochaines études et publications de la Fondation, effectivement, il y aura un volet notamment lié à la relocalisation des territoires qui est encouragé depuis sa création par la Fondation Concorde. Effectivement, on touchera à la fois à la souveraineté, à la relocalisation et à la pérennisation vraiment de nos territoires par ce biais. Peut-être une troisième et dernière question pour notre interview du jour et pour notre interviewé du jour surtout.
Donc nous sommes en ce moment confinés, hein, vous pouvez le constater, à la fois le professeur Sérigny et moi-même sommes dans nos maisons respectives. Professeur, selon vous, donc on va citer un déconfinement au cours du mois de mai. Selon vous, quelles sont les préconisations, quels sont les éléments à avoir en tête, justement pour éviter une nouvelle propagation du virus et pour éviter une deuxième vague de confinement? Bon, alors je crois que le premier point, c'est que effectivement, le confinement, c'était indispensable, mais le déconfinement l'est aussi. On ne va pas rester confiné comme ça pendant des mois. Ce serait évidemment intolérable sur le plan humain, aussi bien que sur le plan économique et social. Maintenant, il faut le faire de façon la plus sûre possible en ce qui concerne la santé de nos concitoyens. Donc, la première chose, je dirais, c'est que le déconfinement, à mon sens, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, il doit être progressif, il ne peut pas être brutal. On ne peut pas passer du jour au lendemain à un confinement quasi total comme aujourd'hui, à d'un seul coup toutes les activités reprenant et tout le monde recirculant de façon normale du jour au lendemain dans les transports en commun, les lieux publics, etc. Bon, ce qu'on entend actuellement sur la limitation à des activités, je dirais, en petits groupes, à limiter ou éviter les rassemblements de grandes personnes, limiter les foules et les attroupements, etc., ça me paraît la plus grande sagesse. La deuxième chose, c'est de limiter les risques pour les personnes les plus à risque, les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes très âgées, les personnes en EHPAD, les personnes fragiles à cause de maladies préexistantes, notamment cardiaques, pulmonaires, les grands obèses, etc. Et ces personnes doivent être prévenues, doivent être accompagnées médicalement de façon à les aider à être prudents, à s'entourer de précautions. Il ne s'agit pas de les empêcher, bien entendu. Je crois que le président de la République a très bien fait de dire qu'il n'était pas question de stigmatiser les gens en fonction de leur âge, etc. Mais il faut qu'ils soient prévenus et qu'ils soient aidés. Voilà, pour être protégés. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, je pense que c'est très important, c'est les protections. Et puis le quatrième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les tests. Alors, les protections, c'est les masques. Donc là, je crois que c'est vraiment indispensable de pouvoir disposer de masques. Je sais que tout le monde fait des efforts pour les mettre à disposition. Je suis passé à la pharmacie près de chez moi ce matin dans le cadre de l'autorisation de sortie pour aller faire des courses indispensables. Et je suis allé demander à la pharmacienne où elle en était avec les masques pour le grand public. Donc elle m'a dit qu'elle avait reçu effectivement l'autorisation de les vendre. Pour l'instant, il faut qu'elle se les procure parce qu'elle ne les a pas encore. Ouais. Donc jusqu'au 11 mai, je pense que ça va marcher. Mais il faudra que la chaîne de distribution fonctionne, que les masques soient Que vraiment tous les accessibles. rouages puissent être opérationnels, effectivement, de la production à la vente aux consommateurs grand public. Voilà. Ensuite, il y a les tests. Alors, je pense qu'il faut en dire un mot parce que ça peut être un peu compliqué à comprendre. On dit qu'il faudrait tester toute la population, etc. Il faut comprendre d'abord quels sont ces tests, quelles sont leurs significations et quel usage on pourrait en faire. Il faut d'abord distinguer une chose, c'est le test qu'on fait aujourd'hui pour diagnostiquer la maladie, c'est un prélèvement soit nasal, soit buccal de muqueuse dans lequel on met en évidence le virus lui-même, ou plus exactement son matériel génétique, son acide ribonucléique. Bon. Ça, c'est un test de diagnostic de maladie aiguë. Alors, il peut être un petit peu en retard par rapport au début de l'infection, mais globalement, en quelques jours, 3, 4 jours, 5 jours maximum, il est positif. Dans les maximums, vraiment maximum, il est positif au début. Le problème, c'est que quand on a eu une infection et que le test a été positif, est-ce qu'ensuite on peut être sûr de ne plus être infectant, et de ne plus être contagieux, si vous voulez, par un autre test? Ça, c'est plus compliqué parce que si on fait un deuxième test, on peut, à un mois, par exemple, où on considère que le risque de contagiosité est devenu très, très, très faible, pratiquement inexistant, on peut parfois trouver encore des fragments de matériel génétique du virus, mais ce n'est pas du virus vivant. Donc, ce n'est pas du virus infectant. Donc, ça, c'est déjà une petite difficulté, il faut l'avoir en tête. Mais en gros, ce test-là n'est utilisé que pour diagnostiquer les cas aigus. Il ne sert pas au niveau d'une
population, je dirais, pour savoir qui a été infecté. Maintenant, quand on a été infecté, on peut développer des anticorps. Et ces anticorps, on les détecte par une sérologie, comme toutes les maladies infectieuses, tout le monde connaît ça. Et on a ainsi la preuve qu'on a été infecté. Il y a des anticorps présents dans le sang. Une prise de sang permet de les révéler. Ça vous dit que vous avez été infecté par le virus. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours contagieux ou toujours malade. C'est simplement une trace sérologique de l'infection. Maintenant, est-ce que ces anticorps nous protègent d'une nouvelle infection? Ça, c'est plus compliqué à savoir. On ne le saura qu'avec le temps. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour affirmer que les gens qui ont des anticorps sont à risque d'une nouvelle contamination, parce que ça inquiète tout le monde de savoir si on peut être recontaminé. Je ne sais pas si ça a été assez clair, mais n'hésitez pas à me demander. Donc vraiment trois aspects majeurs. Premièrement, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. On n'est pas confiné puis totalement déconfiné. Il ne faut pas dès demain courir au stade ou bien entendu, bon, ça ne sera pas possible, mais vous m'avez compris. Et dès le 11 mai potentiellement, affluer partout comme avant. Deuxièmement, effectivement, garder en tête les gestes barrières. Hein, si je résume votre expression, hein, garder en tête les gestes barrières, les distanciations sociales notamment, et enfin le masque par exemple, et enfin attendre un petit peu aussi le retour médical qui va s'opérer et sur les tests, et j'imagine sur la recherche d'un potentiel vaccin contre ce virus, etc. Voilà, c'est, si je peux l'exprimer ainsi, faire confiance à la médecine qui a su traverser toutes les années jusqu'à aujourd'hui et qui sera celle qui nous amènera in fine la solution face à ce virus. Je l'espère. En tout cas, professeur Sereni, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette première édition dans le cadre de cette semaine de la santé. Chers auditeurs, vous qui allez voir cette vidéo donc cette semaine, n'hésitez pas à réagir à la fois sur notre fil Twitter @fconcorde pour Fondation Concorde, ou alors directement par email info@fondationconcorde en un seul mot.com. Professeur, un grand merci et à très bientôt. Au revoir.